Good morning tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode. Et oui, aujourd'hui on va répondre à la question la plus posée que je reçois partout. Que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook, dans la formation de 30 jours, par email. Je reçois toujours la même question et cette question est: quel appareil choisir? Quel appareil est-ce que je devrais acheter? Est-ce que je devrais investir dans un plein format, dans un APS-C, dans un réflexe, dans un hybride? Pourquoi? Comment? Est-ce que je devrais acheter du matos d'occasion? Bref, aujourd'hui j'ai envie de répondre à cette question en détail, vous dire quels sont mes critères principaux pour l'achat d'un appareil photo et vous donner quelques indications en fonction de votre budget sur quoi choisir. Donc, si tu es prêt, on va s'y attaquer tout de suite. C'est parti! Alors mon nom est Pierre, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une formation atypique qui t'aide à aller plus loin en photo. Alors aujourd'hui, parlons un petit peu de matos. Si tu as déjà vu sur ma chaîne en anglais, je voyage un petit peu à travers le monde, je prends des photos partout et je partage avec vous ces aventures et je shoot principalement avec le même matos. Cependant, j'ai eu l'occasion, à travers mes expériences et à travers les shoots avec d'autres photographes, d'essayer beaucoup de matériel. J'ai pu essayer beaucoup d'objectifs, beaucoup de boîtiers, que ce soit compact, que ce soit sur un téléphone ou alors que ce soit sur des appareils comme des 1DX Mark II qui valent très cher. Quand on me pose la question, quel appareil est-ce que je devrais choisir? Quel appareil est-ce que je devrais acheter? Ma réponse à 100%, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Il faut définir avant tout, c'est vraiment la première étape, il faut définir qu'est-ce que tu veux shooter? Qu'est-ce que tu veux faire avec tes photos? Est-ce que tu veux devenir professionnel? Est-ce que tu veux faire ça juste pour le plaisir? Et quel est ton budget? Combien est-ce que tu es prêt à investir pour ton matériel? C'est très important, s'il va y avoir le prix du boîtier, mais aussi peut-être le prix d'un objectif. Si tu ne vas pas vers quelque chose de compact ou d'un téléphone par exemple, tu vas devoir investir en plus de ça dans tes objectifs et tout ça, ça fait un micmac assez difficile à gérer, je dois l'avouer au début, mais ne t'inquiète pas, j'ai préparé plusieurs catégories pour toi. Il va y avoir la zone en dessous de 500 € pour ton budget, il va y avoir la zone entre 500 et 1500 € et il va y avoir la zone entre 1500 et 2500. Je peux déjà te le dire, en dessous de 500 €, moi ce que je conseille c'est de l'occasion ou alors de upgrader son téléphone, d'avoir quelque chose de beaucoup mieux qui sera capable de faire de plus belles photos. De 500 à 1500, ça devient une zone un petit peu difficile parce que il va falloir faire un compromis entre un très bon boîtier et des très bons objectifs. Donc on va aller voir tout ça en détail et entre 1500 et 2500, ça va être la zone qui commence à être vraiment intéressante, qui va pouvoir te permettre d'aller très loin on va dire. Et ensuite 2500 plus, là on parle de la partie pro et vraiment en gros une fois que tu as du matos comme ça, t'as pas besoin de t'en soucier pendant des années et des années. Je pense pas que le matériel sera un frein à ton évolution et à ton travail à ce niveau là. Donc voici un petit peu pour l'aperçu de la vidéo. À la fin de la vidéo, je vais te donner mes critères essentiels. Quelles sont les choses essentielles qu'il faut dans chaque appareil? Quand je regarde plusieurs appareils photo, je cherche toujours à ce qu'ils cochent certaines cases. Je les ai notées pour toi ici sur mon téléphone et je vais pouvoir t'en parler à la fin. N'oublie pas, quand tu choisis du matériel, il faut savoir ce que tu veux shooter. Est-ce que tu veux faire du paysage? Est-ce que tu veux faire du portrait? Est-ce que tu veux t'orienter, par exemple, photographie de sport? Tout ça va te donner finalement une direction vers laquelle t'orienter. Je ne vais pas pouvoir tout lister, bien entendu, mais si par exemple tu veux faire du sport ou de la photo animalière, il faut quelque chose qui soit très rapide en prise de vue et qui aussi ait la possibilité d'avoir des longues focales. Donc il faut penser à tout ton écosystème quand tu vas choisir ton appareil. Combien d'objectifs vont être disponibles par rapport à cette marque? Quelles vont être l'évolution? Est-ce que tu vas devoir changer d'objectif si tu changes de boîtier? Est-ce que les bagues d'adaptation sont les mêmes? Tout ça, il y a pas mal de choses à voir. Donc, commençons par le plus simple. En dessous de 500 € dans une zone très raisonnable, moi ce que je conseille, c'est simplement d'acheter un bon téléphone la prochaine fois que vous upgradez. Un téléphone par exemple qui a plusieurs objectifs, un objectif grand angle normal et un petit peu télé. Ça pourrait être par exemple un iPhone ou alors ça pourrait être un Google Pixel 4 XL ou un Pixel 5. Personnellement, j'ai essayé le iPhone 12 Pro Max, comme tu as pu le voir peut-être sur la vidéo en anglais. J'étais pas un grand fan, je dois l'avouer, je l'ai même rendu et finalement je suis resté sur mon Pixel 4 XL. Je pensais que je préférais les photos mais pas du tout. Ou alors sinon j'utilise mon iPhone 7 mais je trouve que le capteur et tout ça, ça ne suit pas trop. Par contre sur mon Pixel 4 XL par exemple, que tu peux trouver autour de 400 € de nos jours ou peut-être même moins d'occasion, et ben je suis vraiment satisfait, je peux avoir des résultats vraiment très intéressants. Je te mettrai quelques petites vidéos où je shoote uniquement avec mon téléphone pour te montrer des exemples de ce que tu peux faire. Donc voilà, ne t'omnibule
pas uniquement sur le boîtier et sur la marque. Utiliser son téléphone, ça peut être incroyable. J'ai des potes qui sont devenus pros comme ça. Deuxième chose possible en dessous de 500 €, moi ce que je conseille, c'est un bon vieil appareil photo. Par exemple un bon vieux réflexe que tu peux trouver à 100 € d'occasion et avec un objectif peut-être à 150 € d'occasion. Par exemple, ça peut être un Nikon D40 avec un objectif qui va être un 50 mm 1.8. Ça va te permettre d'avoir une très faible profondeur de champ, une grande ouverture, prendre des photos la nuit même si le capteur est pas bon, et ça va te donner vraiment cette sensation analogique finalement de la prise de photo. Ça va pas être le dernier cri des appareils bien entendu, mais ça va te permettre de progresser, de bien apprendre tous les paramètres, etc. Je pense que ça fera de toi un meilleur photographe, et puis ça va te pousser un petit peu à travailler tes compositions aussi si tu es avec une focale fixe genre 50 mm. Après, bien entendu, ce n'est pas la réponse à tout, mais je pense que pour tous ceux qui veulent commencer avec un budget faible, c'est une très bonne porte d'entrée. Acheter quelque chose d'occasion qui est beaucoup plus vieux, mais qui va avoir un bon objectif avec une grande ouverture. Alors, maintenant, parlons du budget 500 à 1500 €. C'est un budget difficile, je trouve, parce que je pense que c'est le budget d'un petit peu de tout le monde. Tout le monde cherche à avoir de plus belles photos, mais ne veut pas trop investir parce qu'ils ne veulent pas faire ça de manière pro. Donc, qu'est-ce que tu fais? Quel est le juste milieu finalement? Alors pour moi, le juste milieu entre 500 et 1500 €, ça va être d'utiliser un appareil type APS-C compact hybride. Alors parlons de hybride contre réflexe. Pourquoi et comment? Aujourd'hui, moi, je le dis franchement, oubliez les réflexes, focalisez-vous complètement sur les hybrides. Alors pourquoi les hybrides? Parce que on est capable finalement, en shootant, d'avoir un rendu direct à l'arrière de son appareil et dans l'œillet. C'est-à-dire que quand tu vas changer les paramètres, si tu n'es pas trop à l'aise, tu vas être capable de voir directement qu'est-ce qui se passe avec les paramètres. Est-ce que je suis sous-exposé? Est-ce que je suis surexposé? Et j'ai une visée électronique, je suis capable de revoir les photos dedans, c'est génial. Alors que tu n'as pas tout ça sur les réflexes. Il y avait des avantages avec les réflexes, mais de nos jours, les hybrides ont complètement rattrapé, ont même dominé, je trouve. La durée de vie des batteries est incroyable, il y a plein d'objectifs disponibles, plus de problèmes de ce côté-là. Donc, revenons, 500-1500 €. Je recommande par exemple un Sony A6400, qui est un appareil, on va dire, plutôt petit, assez compact, et qui va te permettre d'évoluer. Tu vas avoir des objectifs interchangeables, et par exemple à juste 1500, je crois, tu peux avoir le Sony A6400 avec un objectif 16-55 f2.8 constant, qui est un très bon objectif qui va te permettre de bien travailler. Ensuite, j'ai listé aussi, il y a Fuji dans la gamme, on a Panasonic, on a Canon par exemple avec un M50, ou on a Nikon avec un Z50. Et bien entendu, quelle que soit la marque et l'appareil que tu vas choisir, il faut penser un petit peu à ce que tu vas en faire après. Ensuite, tu as aussi la possibilité d'avoir un plein format entrée de gamme, comme par exemple un Canon full frame plein format RP. Personnellement, moi quand on est dans cette zone, en général, je conseille plutôt d'aller vers un appareil qui va faire les choses très bien et qui va te permettre d'évoluer assez loin. Un A6400 par exemple, ça va te permettre d'aller très très loin. Tu peux faire de très belles photos avec, il n'y a aucune, j'ai envie de dire, limitation. Tu vas pas être vraiment envieux par rapport au plein format, surtout que tu auras quelque chose de compact, qui a une très bonne plage dynamique, qui prend de très bonnes photos la nuit et qui te permet aussi d'avoir de très bons objectifs interchangeables. Voici un petit peu pour les grandes lignes. Ce que je dois dire encore une fois, concentre-toi plus sur l'aspect objectif que sur l'aspect appareil. Je te mets quelques propositions dans la description. Bien entendu, ça évolue, donc le moment où tu regardes cette vidéo, peut-être que les choses ont complètement changé et les boîtiers que je propose n'existent plus. C'est pour ça qu'il vaut mieux regarder dans la description, mais c'est vraiment pour te donner un ordre de prix et un ordre de ce que tu veux faire. Entre 500 et 1500, j'ai envie de dire que tu vas pouvoir commencer à tatillonner un petit peu et aller très loin avec tes photos, mais il ne faut pas oublier que les objectifs vont vite te coûter cher, donc si tu veux les rajouter à la gamme d'appareils que tu as acheté dans cette zone, tu vas vite dépasser le budget. Avant qu'on passe à la prochaine étape, je tiens à remercier le sponsor du jour, et le sponsor, c'est finalement moi-même, la méthode de 30 jours pour des photos pro, la formation atypique qui te permet d'apprendre de manière non conventionnelle comment prendre des photos dont tu seras fier sur 30 jours. Et peut-être même devenir professionnel. On a plus de 1300 étudiants qui ont participé jusqu'à présent, et je te promets qu'il y en a beaucoup qui ont changé leur vision de la photographie. Il y en a qui sont devenus pros, il y en a qui ont gagné des prix, il y en a qui sont en train d'exposer dans des galeries. Enfin bref, je te conseille de vérifier tout ça dans la description avant peut-être d'investir dans du matériel. Tu auras peut-être plus envie de changer ta vision de la photographie et la manière dont tu approches les choses, l'œil que tu vas avoir
pour prendre de belles photos avant d'investir dans du matos. Et si tu as déjà participé, dis-le nous dans les commentaires. Maintenant, revenons à nos moutons ou plutôt à nos caméras. Et donc ça nous amène au budget 1500 à 2500 euros. Qu'est-ce qu'on fait dans cette zone? Alors 1500 à 2500 euros, pour moi c'est un budget qui commence à être vraiment conséquent, mais qui va te permettre de vraiment jouer avec du beau matériel. Alors de quel type de matériel je parle? Bien entendu, on va parler de certains appareils plein format, comme ça peut être un Canon EOS R, un Nikon Z6, et on va aussi parler du Sony A7 III qui est excellent. La seule chose à savoir, c'est Canon EOS R ou alors un Z6 II par exemple. Tous ces appareils, une fois que tu vas mettre l'objectif, tu vas déjà crever ton budget de 2500. Du coup, il faut faire attention, ça va vite, on se dit vite, ah l'objectif il est pas trop cher, mais tu vas voir, je pense que n'importe qui dans les commentaires là tout de suite peut le dire. Si t'aimes la photo, au bout d'un moment ça va très vite, ça fait des années que j'utilise le A7R III, j'ai le A7 III depuis je crois 1 an ou 2 ans, je l'adore, c'est un super appareil photo. Tu peux tout faire avec, tu peux shooter professionnellement, tu as 2 cartes mémoire, tu as une bonne batterie, tu as un bon revu, tu peux faire de la vidéo aussi si tu veux évoluer dans la vidéo. Très très bon appareil en vidéo, l'autofocus est incroyable, enfin bref c'est une bête et tu peux l'avoir pour à peu près 1800 € avec un objectif par exemple 35 mm 1.8 qui te permet vraiment d'évoluer, de commencer à bien pratiquer. Donc c'est vraiment pour moi un appareil excellent. J'ai beaucoup d'amis qui shootent professionnellement avec, qui sont photographes de mariage, ils sont photographes de voyage. Aucun problème, c'est un appareil qui t'emmènera au bout du monde. Ensuite, niveau objectif, 35 mm 1.8, c'est très bien, ça peut rentrer dans le budget. Tu peux regarder un 16-35 f4 et moi ce que je te conseille franchement c'est de regarder des objectifs qui sont d'occasion en général. Si tu peux les trouver un petit peu recertifiés par un magasin, c'est mieux. Mais n'oublie pas, quand tu achètes un objectif, on en reparlera une autre fois où j'ai déjà des vidéos sur les objectifs, ils s'abîment quand même beaucoup moins vite que les boîtiers, ils se dégradent moins. Donc moi je te conseille, si tu peux, tu le prends d'occasion, ça va te faire économiser beaucoup d'argent. Ensuite, du côté Canon, on va pouvoir commencer à tatillonner avec le EOS R6. Par contre, eh ben, il va être sans objectif, donc du coup tu vois la limite elle se passe vite en fait, entre à 2500 on se retrouve vite avec des appareils sans objectif, ce qui n'est pas très pratique, je dois l'avouer. Donc parlons un petit peu de cette gamme 2500 et plus. Bien entendu, si tu as un budget illimité, on va dire 2500 à 5000, eh ben tu vas te retrouver très très bien, parce qu'il y a des appareils qui sont au-dessus de 5000 comme le 1DX Mark II ou 1DX Mark III. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette zone de prix, et même un petit peu avant, comme je te l'ai dit avec le A7 III, tu es tranquille. C'est-à-dire que tu vas avoir l'appareil qu'il te faut pour le reste de tes jours en tant que professionnel, ou plutôt jusqu'à ce que tu aies envie de changer. Tu n'auras pas de limitation technique, j'ai envie de dire. Chez Canon, on va avoir le Canon R6, comme j'ai dit tout à l'heure. Le R6 qui est un très bon appareil avec 2 cartes mémoire, vraiment orienté pro, pour ceux qui font de la photo et qui veulent pas trop de capacité en termes de vidéo et qui n'ont pas besoin non plus des 45 mégapixels du Canon R5, et le R5 est beaucoup plus cher. Canon R6, R5 sont de très très bons appareils photo. En termes de vidéo, je me méfierais un petit peu, mais en termes de photo, je pense que d'après tout ce que j'ai entendu de mes amis, il n'y a pas de souci. Après, on a quoi? On va avoir le Sony A7R III, A7R IV, et ensuite, je pense que ces appareils sont très très bien aussi. Encore une fois, on va pouvoir avoir un A7R III avec un 16-35 de 8, et là on commence déjà à être un petit peu en dessous des 5000 je pense. Ou alors on peut avoir le A7R III avec un 85 mm et un 35 mm. Si tu aimes shooter avec des objectifs à focale fixe, tu vas adorer par exemple shooter avec ce combo, soit 24 mm, soit 35 mm et un 85 mm 1.8. Bien entendu, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ton boîtier il va t'amener quelque part, mais il faut investir dans les objectifs. Je préfère le redire 10 fois dans cette vidéo. Ensuite, du côté Nikon, maintenant on a le Nikon Z6 II, 2 cartes mémoire aussi. Je pense que si tu es déjà investi chez Nikon, ça peut être très bien. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a des bagues d'adaptation, etc. Des fois, ça vaut même moins cher de changer de marque. Après, c'est à toi de voir. J'ai changé en 2017. Je suis passé de Nikon et Panasonic à Sony, juste pour en garder qu'un seul système. J'en suis très content. Après, chacun fait ce qu'il veut. Tant qu'on prend de belles photos, c'est ce qui est important. Alors, ce qu'il y a à savoir dans ces gammes de prix, c'est que ce qui va faire la grosse différence, ça va être un petit peu les capteurs et la manière dont l'appareil finalement gère un petit peu ce capteur et tous les paramètres. Alors dans toute cette gamme de prix, ce qu'il faut s'attendre, c'est avoir un appareil avec une très bonne plage dynamique,
bon en basse lumière, avoir un autofocus qui marche très vite et très bien. Et le plus important, c'est d'avoir un nombre de mégapixels qui te correspondent. Les gens se focalisent, oh, il faut 45 mégapixels. Non, tu n'en as pas forcément besoin. Est-ce que c'est un avantage pour refaire des recadrages? Bien entendu, mais 20 mégapixels, 24 mégapixels ou alors 12 mégapixels sur mon A7S III, sur pas mal de photos, ça suffit. Après, ça va dépendre, encore une fois, de ce que tu vas shooter, dans quel objectif et pourquoi. Ok? Je pense qu'on a fait le tour un petit peu là de la gamme de prix. Bien entendu, si tu veux aller au-delà, tu as le Canon 1D Mark II, 1D Mark III, etc. Et A7 IX II, par exemple, ou A7 IX III, qui sont des appareils qui sont vraiment orientés, par exemple, sport, ou alors très spécifiques, qui vont te permettre de shooter dans des conditions assez extrêmes et avec une vitesse d'obturation très rapide, tout ça en RAW. C'est vraiment, je pense, très niche. Maintenant que tout ça est dit, je voudrais partager avec toi les critères essentiels. Alors, les choses qu'il me faut absolument dans un appareil photo quand je vais choisir. Alors, qu'est-ce que c'est? Très simplement, je vais reprendre ma petite liste là et on va essayer de faire ça rapidement pour pas que tu t'endormes. Ça va être, premièrement, la stabilisation. Que le capteur soit stabilisé, le capteur qu'on a à l'intérieur, ici, là. S'il est stabilisé, quel est l'avantage? Eh bien, en fait, on va se retrouver à pouvoir prendre des photos en lumière plus basse, d'accord? Pourquoi? Parce que à main levée, on va avoir moins de mouvement. Ça va permettre de compenser un petit peu les mouvements qu'on a. Je suis capable de prendre des photos à main levée à 1/5 de seconde, voire à 0,8 secondes. Et pour ceux qui ont vu le contenu quand j'étais en Polynésie, j'ai pris des photos de la Voie lactée à 0,8 secondes à main levée sur le A7S III. Donc vraiment incroyable. Donc ensuite, taille et prise en main, ce que je disais. La taille et la prise en main, l'ergonomie est vraiment différente. On a tous des mains différentes. Il faut que ça rentre bien dans ta main, que tu puisses... Moi, le test, c'est si je peux le tenir à un doigt comme ça sur le côté ou à 2 doigts. En général, je sais que c'est une bonne prise en main, que c'est assez profond. Ensuite, ISO max et ISO normaux. J'ai envie de savoir que j'ai une plage d'ISO assez grande pour avoir de la performance en lumière basse. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les ISO finalement minimum avec lesquels je peux shooter? Certains appareils vont à ISO 50, mais surtout quels sont les ISO maximum acceptables? Par exemple, sur la A7S III, je peux aller genre à 100 000, ISO 100 000 de manière acceptable, et après il y a une plage étendue jusqu'à 400 000. Ça va prendre des appareils. Sur mon A7R3, c'est 32 000, je crois, la plage. Non, 12 800 je crois à la fin de la plage normale, et ça doit être 32 000 sur le A7 III. Le A7 III étant meilleur en lumière basse. Ensuite, il faut absolument que j'ai une vitesse d'obturation minimum réglable. Quel que soit l'appareil, que ce soit un compact, que ce soit pas un compact, je veux, quand je shoot en mode priorité à l'ouverture, être capable de dire à l'appareil ne shoot pas en dessous d'une certaine vitesse. C'est une fonction qu'on retrouve dans beaucoup d'appareils, mais des fois, ça n'y est pas. Si je l'ai pas, en gros, je n'achète pas l'appareil. Ensuite, vitesse de prise de vue, c'est important si tu fais du sport ou si tu fais de la photo animalière, tu veux t'assurer que tu puisses shooter assez rapidement tes photos, d'accord? Et tout ça, les enregistrant en RAW. Donc, c'est quelque chose qui est essentiel si tu fais du sport ou de l'animalier. Perso, je regarde, mais en général, je m'en fiche un petit peu pour le type de photo que je fais. Ensuite, la performance de l'autofocus. Pour moi, c'est essentiel. Est-ce que ça reconnaît les visages? Est-ce que je peux rapidement, avec juste un bouton, par exemple, sur l'objectif, faire un focus sur les visages? Est-ce que il y a un bon tracking? C'est-à-dire, est-ce que ça va bien suivre? Je te conseille de regarder des revues pour chaque appareil de manière indépendante. D'après ce que j'ai vu, le R5 et le R6 sont très bien. Le Nikon Z6 II aussi sont très bien. Le Sony A6400 est une bête en autofocus. J'ai pu essayer les compacts, genre les ZV1, etc. Très bien. Donc il faudra regarder un petit peu, mais moi j'aime bien m'assurer que l'autofocus soit bon et il marche bien. Après, les appareils de nos jours, je trouve qu'ils sont assez incroyables de ce côté-là. On a vraiment vu une évolution technologique. Ensuite, objectifs disponibles et third party. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce qu'il y a beaucoup d'objectifs qui sont disponibles à l'achat? Par exemple, Sony a une énorme gamme et c'est toutes les mêmes bagues. Que tu sois sur du APS-C ou du plein format, c'est les mêmes bagues d'adaptation. Enfin, c'est les mêmes bagues sur les objectifs, donc tu peux les adapter. Et bien entendu, est-ce que tu peux mettre des objectifs par exemple Sigma ou Tamron qui sont bien entendu moins chers que les objectifs constructeurs, mais qui te permettent d'avoir des résultats tout aussi jolis généralement. Par exemple, si tu prends un Nikon ou Canon, maintenant avec leurs hybrides, le problème c'est qu'il te faut une bague d'adaptation pour être adapté aux anciens objectifs, donc ça devient vite très cher. Il faut faire attention à ça. Et dernière chose, carte mémoire SD dual slot. Alors, je veux toujours avoir 2 slots de carte mémoire.
simplement parce que si je fais un job pro, j'aime bien enregistrer sur 2 cartes mémoire en même temps, au cas où il y en a une qui fail, ça arrive. Et deuxièmement, ça nous permet aussi d'avoir un petit peu plus d'espace. Pour moi, c'est vraiment, si tu veux t'orienter dans la photo pro, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument que tu aies. Maintenant, si tu cherches juste à t'amuser, un slot, ça suffit, il n'y a pas de problème. Et ce que je dois dire dernièrement, c'est que quand tu vas finalement choisir ton appareil, il faut que tu penses au futur, à l'évolution. De quelle manière est-ce que tu veux évoluer? Est-ce que tu veux juste prendre des photos pour le plaisir ou pas? J'ai par exemple mon gendre il n'y a pas longtemps, il a un Canon 550D je crois, il avait l'objectif de base 18-55, après il s'est acheté le 50 mm 1.8, il a adoré et puis il trouvait pas ça assez large et maintenant là il s'est mis sur un Sigma 18-35 1.8. Bien entendu, il n'a pas changé de boîtier, il n'y avait pas besoin de changer d'objectif. En général, résout beaucoup des problèmes que l'on pense quand on veut changer de boîtier. Bon, c'était bien long tout ça, j'espère que tu t'es pas trop endormi, que ça t'a plu. Je vais t'inviter à aller dans la description, de regarder un petit peu les différents appareils que j'ai mis dans le lien. Jette un œil aussi à la formation 30 jours pour des photos pro. Si tu veux aller plus loin en tant que photographe, si tu veux prendre des photos dont tu es fier, j'ai une approche qui est pas du tout conventionnelle et qui a des résultats incroyables parce qu'on a plus de 1300 étudiants jusqu'à présent qui ont participé et qui ont adoré, qui ont changé leur vision de la photographie. Donc je t'invite grandement à en apprendre plus et à rejoindre la prochaine session par exemple. Maintenant, je te souhaite une super journée. Get out there, go shoot, try something different, try something new. Va prendre des photos sous la pluie par exemple. N'hésite pas, on est toujours là pour s'amuser. N'oublie pas ça.